bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est plus sous la forme d'un retour d'expérience. C'est comment dans mon entreprise, entre autres, on a réussi à publier une librairie open source, puis deux, et puis peut-être bientôt 3, 4, on ne sait pas, jusqu'où on s'arrêtera. D'abord la partie pas très intéressante. Qui je suis? Je m'appelle Nicolas Commet, je suis tech lead cloud chez Lectra. Alors Lectra, c'est une entreprise qui est basée sur Bordeaux et on fabrique ce genre de grosses machines, machines qu'on fabrique sur place à Bordeaux, qu'on envoie dans le monde entier, et on fabrique des logiciels aussi qui vont avec. C'est des machines qui servent à couper du tissu, du cuir et du Kevlar parfois. Et on a comme clients la mode, l'ameublement et l'automobile, entre autres. Donc voilà, on fait des suites cloud qui vont avec, et c'est dans ce cadre-là qu'on a publié une petite librairie. Alors, la première question de ce quickie, c'est comment faire de l'open source. Alors ça, la réponse, elle est facile, il faut juste se lancer. Mais la question qui est plus complexe, c'est comment faire de l'open source en entreprise. Parce que souvent, alors je sais pas pour vous, mais pour nous, les choses étaient un peu plus complexes. Parce que c'est avant tout une question de culture. Une culture d'entreprise. Si vous êtes par exemple Red Hat, il n'y a aucun problème, c'est dans votre ADN, vous allez faire de l'open source, il n'y a pas de souci. En revanche, parfois, il va vous falloir convaincre. Et convaincre, ça peut s'avérer difficile parce que qui dit open source, en fait, quand on essaie de le définir, ça vient avec tout un tas de préjugés. Des préjugés qui sont très fréquemment, c'est gratuit. Donc, ce qui est gratuit, on a souvent une image de quelque chose qui est pas de bonne qualité. Enfin, pas tous. Si vous êtes développeur ou peut-être vous avez une autre culture, mais quand vous êtes financier, quelque chose qui est gratuit, c'est jamais signe de qualité. D'ailleurs, quand Richard Stallman a créé la Free Software Foundation, il a dû très vite préciser, parce qu'en anglais, free, ça a deux significations. Ça veut dire gratuit, mais dans la Free Software Foundation, le free ne voulait pas dire gratuit, il voulait dire libre. Et c'est pour ça qu'il a très vite précisé, c'est free as in free speech, donc comme la parole libre, pas comme la bière gratuite, not free beer. Le deuxième gros préjugé, c'est il y a pas ou peu de support. Donc on verra pourquoi c'est faux, mais c'est ça la vie dure. Hein, il y a très peu de support de l'open source, donc c'est dangereux. Et encore plus dangereux pour les entreprises, c'est pas sécurisé. Et on pense souvent, les dirigeants ou souvent les personnes mal renseignées peuvent penser que c'est peu sécurisé, mais pas pour les raisons auxquelles ils pensent en fait. Donc on va faire un peu le tour. Alors déjà, est-ce que c'est vraiment gratuit? Pas du tout. Mais ce qui est difficile, c'est que quand les gens demandent un ROI, un Return on Investment, c'est très difficilement mesurable. En revanche, les chiffres sont là. Il a été prévu qu'en 2020, le chiffre d'affaires français levé par l'open source serait à peu près de 5,6 milliards d'euros, juste en France. Il faut savoir que, bien sûr, ce chiffre d'affaires, il est généré par les services dérivés, tout ce qui est vendu autour de l'open source, bien sûr. Donc, l'open source, c'est pas gratuit, c'est souvent monétisé et vendu. Alors, et d'ailleurs, les entreprises qui l'ont bien compris, c'est le GAFAM, parce que, comme on le voit sur ce diagramme, les plus gros contributeurs en termes de volume, ce sont essentiellement le GAFAM. Alors avec Google et Microsoft en haut, qui sont ceux qui publient en plus gros volume de contribution. Alors oui, je l'ai pas dit, mais en fait, en bas vous avez le nombre de contributeurs, et en abscisse, plutôt en ordonnée, c'est le nombre de repositories. Vous avez le nombre de repositories par rapport au nombre de contributeurs. Donc on voit qu'on a les deux gros là qui sont deux GAFAM. Et ici il y a Red Hat au passage qui ne fait pas partie du GAFAM. Et ensuite vous avez Amazon qui est ici, et puis après il y a Pivotal, etc., Intel, puis après voilà, Oracle qui est ici. Donc ça c'est une statistique intéressante, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut plutôt regarder, c'est le nombre de contributeurs par salarié. Et là la donne s'inverse complètement. C'est-à-dire qu'en termes si vous faites le rapport contributeur par rapport à salarié, en premier c'est Mozilla. Donc là c'est quand même un peu plus intéressant. En deuxième c'est Pivotal, en troisième voilà, etc. Et on voit que le GAFAM, pour le coup, il disparaît complètement. Bon, c'est pas vrai parce qu'en fait Microsoft est en 10e position, mais il n'y a que 3,3% de la masse salariale qui fait de l'open source chez Microsoft, et ça représente quand même 4000 personnes environ. Donc c'est beaucoup, mais proportionnellement à l'entreprise c'est peu.
Alors, est-ce que c'est vraiment moins sécurisé l'open source? Eh ben, c'est pas moins que les logiciels propriétaires. Ça, c'est sûr. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que en général, les bugs sont corrigés beaucoup plus rapidement, et pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup plus de pair d'yeux sur le même code source, et donc les peer reviews font que si on veut corriger quelque chose, ça peut se faire beaucoup plus rapidement. Et en plus, on aura des revues croisées. C'est ce que je disais. Donc les peer reviews mènent à la qualité, et la qualité. C'est ce qui permet aussi de maintenir quelque chose dans la durée, surtout quand on veut. Voilà. Pour moi, l'argument même le plus intéressant, c'est que les contributeurs sont parfois, pas toujours, mais souvent désintéressés. Si vous avez un logiciel propriétaire, on va être dirigé par des objectifs financiers, ce qui va un peu avoir l'effet de mettre des œillères sur un produit, alors que quand on a de l'open source, c'est essentiellement l'utilisation qui fait qui dirige les attentes. Et on est le premier utilisateur en général de l'open source. Et les contributeurs sont souvent les premiers utilisateurs. Il n'y a pas on diminue les intermédiaires. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est pas moins sécurisé. Ce qui fait très très peur aux entreprises, c'est le juridique de l'open source. Alors là, on voit pas grand-chose, mais il faut savoir que là, j'ai mis 3 licences, parce que ce qui fait peur aux entreprises, c'est les licences open source. En haut, c'est la GNU GPL v3, qui est contaminante. Alors ça fait très peur aux entreprises. Ouh, c'est contaminant. Et en bas, c'est l'Apache licence 2.0 et la MIT qui sont les plus utilisées par le GAFAM, notamment. Alors, faut savoir que celles-là, elles sont plutôt privilégiées en entreprise. Et la GNU GPL v3, elle dit que si vous voulez faire de l'open source en utilisant une librairie GNU GPL v3, ce qu'on appelle contaminant, c'est que votre code source doit appliquer la même licence. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais ce qui est un peu fâcheux, c'est que la GNU GPL v3 impose la disclosure, enfin la publication de toutes les sources de votre application. Donc, quand il y a quelque chose qui est critique pour une entreprise, qui est dans son cœur de domaine et qu'elle veut pas donner à la concurrence, souvent ils vont pas prendre la GNU GPL v3 parce que c'est très dangereux pour eux en fait. Donc c'est ça qui fait peur. En réalité, si on y regarde de plus près, nos entreprises IT, elles existent grâce à l'open source, que ce soit de manière directe ou indirecte. Ça, c'est une petite image sympa que j'ai trouvée sur Internet. Il y a un développeur open source qui est en train de couler en disant à l'aide, et puis une top Fortune 500 compagnie qui dit allez, je like sur GitHub, et puis je l'utilise, elle est super talib. Allez, salut, hein. Voilà. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe, donc c'est un peu dommage. Donc là, maintenant, je vais passer sur la partie Rex. Donc dans notre entreprise, faut savoir qu'on fait beaucoup de microservices. Alors, il se trouve que certains plateaux ont choisi, comme le mien, la technologie Kotlin et Spring Boot, donc pour faire des microservices. Et il faut savoir que qui dit microservice dit communication et réseau. Et qui dit communication et réseau dit messaging et puis format, surtout sérialisation. Du coup, nous, on fait du JSON pour ce qui est logging et aussi discussion entre les microservices. Donc, on s'est dit, on aime bien Kotlin, on en fait de plus en plus. En Kotlin, il y a des DSL. Est-ce que ça serait pas sympa de faire un DSL qui permettrait de sérialiser du JSON, de décrire du JSON? Parce qu'en plus, ça s'y prête pas mal. Et donc, on a décidé de créer Cozone. Alors, si vous dégainez votre téléphone et vous flashez le QR code, vous aurez accès directement au repository GitHub. Donc, c'est entièrement open source. Et le principe, c'est que comme vous voyez à droite, avec le petit gif, on décrit du JSON. Donc ça, c'est ce que permet de faire les DSL Kotlin. Donc là, on définit des clés-valeurs, hein, on fait du JSON, on fait des tableaux, on fait des objets, on dit voilà, et à la fin, on va être capable de sérialiser ça et ça devient une chaîne JSON. Donc on a un chemin très court dans le sens de la sérialisation, j'insiste, pas de la sérialisation. En fait, on va faire pas de la désérialisation, on va faire que de la sérialisation dans cette librairie. Comment ça s'utilise? On crée un objet, puis on donne les clés-valeurs, et puis à la fin, on fait print. Et ça appelle le toString de l'objet, puis ça se sérialise. Voilà. Et là, donc ça se sérialise sur une seule ligne, hein, voilà le résultat. Par contre, on peut tout à fait aussi faire du pretty, donc on a mis une petite méthode pretty, qui par défaut va prendre 2 espaces comme formatage, donc 2 espaces ici, mais on peut surcharger en mettant, non je l'ai pas mis, mais on peut surcharger en mettant 3, 4, comme on veut. Donc voilà, ça permet de faire de la sérialisation. Maintenant, on va parler un peu de la publication des artefacts. Donc, faut savoir que quand on publie un artefact sur Maven Central, c'est souvent nous on publie notre artefact, c'est un jar,
Et le choix fort qu'on a fait sur la librairie, c'est de mettre 0 dépendance, mis à part le runtime Kotlin, qui est juste vous avez juste à le fournir vous, c'est pas nous qui allons le mettre dedans. Mais en gros, ça fait 27 kilooctets. Donc, il y a que du Kotlin. Il y a 0 dépendance dans le jar. Donc, c'est très léger. Voilà. Donc, on publie ça sur Maven Central. Il faut savoir qu'on a d'autres projets open source, enfin un autre qui, lui, publie sur NPM. Alors, quand on publie sur NPM, c'est à peu près aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on regarde pas, puis on publie, ça marche, on est content, de manière anonyme. OK. Par contre, dès lors qu'on veut publier sur Nexus, donc le Maven Central, comme on l'appelle souvent, bah, c'est plutôt comme ça en fait que ça se passe. On est content et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de challenges en fait techniques pour arriver à publier facilement. C'est pas si simple de publier que sur Maven Central. Alors on l'a fait, mais par contre la checklist, elle est assez longue. Et surtout, c'est assez difficile de venir checker tous ces petits prérequis à la publication sur Maven Central. Le premier, c'est qu'il faut avoir un GAV, donc groupe artifact version, comme ce qui est classique vous mettez dans votre pom.xml. Mais il faut avoir des métadonnées sur le projet, elles sont obligatoires. Il faut définir une licence. Alors je crois que c'est aussi le cas pour NPM, il faut donner une licence, sinon vous pouvez pas publier. Mais là, ce qu'on parlait tout à l'heure, ce dont on parlait, c'est MIT, etc. Il faut forcément donner une licence, par exemple. Il faut les infos sur au moins un développeur, c'est-à-dire son email et ses informations de contact. Il faut les informations aussi du repository de source sur lequel, que vous utilisez pour héberger votre code source, ça paraît plutôt logique. Il faut aussi fournir la Javadoc et les sources dans un format .jar. Et là où c'est rigolo, c'est qu'en Kotlin, la Javadoc, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est un prérequis. Donc, il faut obligatoirement avoir un .jar de Javadoc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on en met un qui est vide. Et ça marche. Ça passe la validation. Ouais, Et ensuite, la partie un peu contraignante, c'est qu'il faut signer ces livrables. Donc, c'est pas du tout le cas sur NPM. Sur Maven Central, il faut les signer avec une clé privée qu'on a chez nous et une clé publique qu'on publie pour que chacune des personnes qui souhaitent utiliser le jar puisse valider que c'est bien nous qui l'avons publié. Et le premier, c'est Maven Central qui doit lui aussi vérifier ça. Il faut aussi prouver qu'on détient bien le domaine. Par exemple, nous, on publie comme lectra.cozen, comme .lectra.cozen. Mais il faut montrer qu'on détient bien lectra.com. Et pour faire ça, il faut modifier les métadonnées du site et ensuite ouvrir un ticket chez Maven Central. Ils vérifient qu'ils voient bien dans les métadatas un UID qu'ils vous ont donné et ils sont contents, ils disent c'est bon, vous possédez bien le nom de domaine lectra.com. Et ça, c'est avant de faire tout ça. Il faut montrer patte blanche. Et ensuite, le premier déploiement, il est manuel. Donc, d'abord, il y a un repository de test, un repo de test, et puis une fois que tout ça c'est fait, vous avez enfin le droit de publier votre artefact sur Maven Central. Du coup, comment on fait? Nous, on a créé un compte GitHub d'entreprise, c'est assez simple, vous pouvez inviter les gens de votre entreprise, des gens à l'extérieur, etc. Donc là, c'est les deux premiers projets open source qu'on a. On a React Feature Flags, Launch Darkly, ça permet de faire du feature flipping intégré à React. Et ici, on a du coup Cozen, la librairie de sérialisation dont je viens de parler. Donc ça, c'est assez facile à faire. Après, en plus, GitHub vient avec énormément de conventions. Donc, par exemple, on peut dire des issue templates. C'est quand les gens ouvrent des issues, c'est soit une évolution, soit un bug. On peut tout définir. On a un travis.yaml, j'en parlerai tout à l'heure, c'est pour le déploiement justement et la livraison des artefacts. Et puis ensuite, il y a des conventions sympas. Le changelog, ça c'est important de l'avoir. On liste tous les différents changements dans les versions qu'on a livrées. Le code of conduct, c'est pour qui voudrait contribuer au projet, ce qu'on attend de lui. Les règles de contribution, la licence, donc c'est le MIT ou Apache Commons, V2, et ensuite le 1.5. Ça c'est les conventions qu'il faut essayer de respecter quand on fait de l'open source, parce que c'est public. Ça, c'est le contenu du Travis YAML dont je parlais. Alors, on aurait pu faire du Circle CI, tout un tas d'autres intégrations continues, on va dire, as a service. On a fait du Travis, donc voilà, ça décrit que notre contexte de build est en Java, on utilise un OpenJDK 12. On signe le livrable, on explique comment on build notre artefact, ou nos artefacts en l'occurrence. Et ensuite, on dit quel est le cycle de release. Nous, par exemple, c'est à chaque fois qu'on fait un tag sur notre repository GitHub, ça vient créer un tag sur GitHub et en même temps faire une release dans Maven Central.
Donc, il y a plein de stratégies, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il y en a qui fonctionnent sur un mot-clé dans le commit message. Bon, c'est un peu plus aléatoire. Il faut le savoir surtout. Donc voilà. Et quand c'est fait, ben on est très content parce que une fois que vous avez laissé Maven Central indexer tous vos artefacts, parce qu'en plus il les réplique sur tous les nœuds dans le monde entier. Ça veut dire qu'en général, entre la publication et la disponibilité sur le site, il faut compter 12 à 24 heures. Et après, vos artefacts sont dispo, la nouvelle version est dispo. Et vous êtes très content parce que vous avez enfin la sensation d'achievement de chercher votre librairie, puis elle est dispo pour tout le monde en ligne. Ça, c'est super agréable. Alors, le message de ce quickie, c'était essentiellement de vous dire, si vous avez une petite idée, par exemple, vous allez voir un collègue, il vous dit « Ah, moi, j'ai fait ce petit outil, il est quand même vachement sympa. » Mais le bon réflexe qui peut être pris, c'est de dire « Mais est-ce qu'elle peut pas bénéficier à d'autres personnes? Est-ce que ça peut être utile à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on pourrait pas en faire un tout petit projet open sourcé, prendre un peu de temps, entre midi et deux, je sais pas, faire... » Et puis surtout, essayer de voir si la hiérarchie est d'accord, bien sûr, parce que ça peut être un peu compliqué parfois. Donc, j'ai mis open source, mais some of the things, parce que faut y aller doucement dans le milieu d'entreprise si vous avez des contraintes. Voilà, si vous voulez, toutes les références sont scannables ici, et puis vous avez aussi le lien. Donc, et puis je serai ravi de prendre les questions après. Donc, merci beaucoup.